opère au Bénin. Je pense que Triton aspire à opérer à Shanghai ou à New York, mais c'est d'abord au Bénin que Triton opère aujourd'hui. Il est déjà dans la sous-région aussi. Non, mais vous savez, c'est intéressant ce que vous dites. On le laisse finir. Excusez-moi. En fait, on parle d'investissement dans les infrastructures. On veut avoir Internet presque à coût zéro. On veut avoir une bande passante de qualité. Mais si on se base uniquement sur ces réseaux sociaux-là, qui contournent l'opérateur historique est l'État, mais les investissements, on les trouve où? Ça ne va pas tomber du ciel. Pour vous, ces mastodontes sont un peu comme en train d'aspirer tout ce qu'il y a. On devrait rêver que des solutions locales béninoises ou africaines puissent conquérir aussi le monde. Pourquoi il faudrait que ce soit le monde ou bien que ce soit des solutions d'ailleurs qui viennent nous conquérir et que nous, qu'on ne soit que consommateurs? Là, je pense que ça tue l'innovation. Voilà. Ça veut dire qu'on ne participe pas à l'innovation, tout simplement. Ouais. Vous parlez de consommation, vous parlez de visibilité sur Facebook, vous parlez d'impact. Alors, est-ce que c'est toutes les entreprises qui sont présentes sur les réseaux sociaux qui sont véritablement crédibles? Est-ce que ce n'est pas souvent un marché de dupes, Wilfried? Non, tout ça est réglementé, ou ça devrait être réglementé. Déjà, j'ai parlé de l'Internet en général. Il est conseillé aujourd'hui à une entreprise d'avoir son site, d'avoir son blog, et c'est à travers le blog que l'entreprise est en contact avec ses consommateurs ou ses clients. Mais il se fait aujourd'hui que, comme il le dit, on ne crée pas son site, on n'a pas un blog, il suffit d'avoir un compte WhatsApp ou d'avoir une plateforme sur Facebook et on fait ses activités. La difficulté est que il y a beaucoup de vendeurs d'illusions qui profitent de ce no man's land que constituent les réseaux sociaux pour faire de faux coups et pour arnaquer les gens. Mais la loi devait s'adapter à ces réalités pour pouvoir protéger les utilisateurs en général. Est-ce que cela doit servir? Je pense que les réseaux sociaux échappent aux législations locales. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait que les législateurs puissent s'adapter. Parce qu'en fait, ce n'est pas nos réalités, c'est pas partie du jeu. En tant que CEO d'une application locale, Iparo, qui est dédiée aux échanges, on est parti du troc, mais aujourd'hui, on s'est ouvert aux échanges en général, c'est-à-dire troc, semi-troc, c'est-à-dire troc avec complément et même vente. Donc, on est aujourd'hui une application de libre-échange. On n'est pas une application de e-commerce parce qu'on ne vend pas, mais tout le monde est vendeur, tout le monde est acheteur sur Iparo aujourd'hui. On a expérimenté, en 48 heures de taxation, on a expérimenté 200 téléchargements supplémentaires de notre application. Je pense qu'on devrait, en tant qu'entrepreneur numérique, faire un plaidoyer à l'endroit de l'État afin qu'on crée un forfait spécial pour les solutions locales. Ce serait une façon de susciter un engouement au sein des consommateurs locaux à s'approprier les solutions locales. On ne peut pas, notre économie numérique nationale, on ne peut pas affirmer une identité numérique en se tournant exclusivement vers des solutions venues d'ailleurs. Jean-Philippe? Alors, lorsque je suis d'accord avec vous, mais si nous devons par exemple créer des forfaits spéciaux pour les applications locales, ça veut dire que le content, c'est-à-dire ce que l'utilisateur regarde sur l'application, il est d'une manière ou d'une autre limité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous voulons un monde où nous sommes limités parce qu'il y a certaines entreprises qui doivent bénéficier de l'environnement local, ou nous voulons un monde où nous sommes ouverts à tout le monde? Moi, si aujourd'hui je veux faire de l'e-commerce, je pense à quoi? Je pense à Instagram. Je pense à Facebook. Je prends l'exemple de Nana Wax. Elle s'est fait connaître aujourd'hui par Instagram. Elle a le monde entier qui la regarde parce qu'elle est sur Instagram. Et Instagram, c'est des millions d'utilisateurs. Donc, nous ne pouvons pas développer notre économie, développer notre pays et avoir des chefs d'entreprise qui réussissent que si nous restons fermés sur nous-mêmes. C'est ça aussi. Je voudrais une dernière réponse, s'il vous plaît. D'accord. En fait, je vais faire une comparaison. Au Bénin, nous avons une radio locale, Radio Tokwa. Nous avons une radio internationale. On accède aussi à une chaîne internationale de radio qui est RFI.
Je pense que tout dépend des objectifs. On ne demande pas d'interdire les réseaux sociaux, c'est-à-dire les OTT au Bénin, non. Mais on demande de faire du protectionnisme par rapport à nos solutions locales pour affirmer une identité numérique locale. Bien sûr. Si vous voulez aller sur RFI, libre à vous. Libre à vous, parce que vous voulez communiquer à l'international. Donc vous allez sur WhatsApp, Facebook, Instagram et consorts. Mais si vous voulez communiquer au niveau local, ben, il faut pouvoir s'approprier les solutions locales. D'accord, on va prendre un avis de personnes plutôt neutres que celles qui sont spécialistes des questions. Oui, quand on parle de solutions locales, il y a quand même deux volets. Il y a du fait que les solutions locales vont être visibles peut-être sur le plan international, dans le même temps que cela va permettre de créer des emplois, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord, mais c'est la limite des réseaux sociaux, c'est que les grands ne laissent pas de l'espace aux petits. Les mastodontes, les majors. Mais ce n'est pas une raison aussi pour les laisser. C'est déjà le problème. Maintenant, est-ce que à l'échelle de l'individu ou des entrepreneurs, on peut avoir des solutions? Et c'est là où je suis totalement d'avis avec Fidéon, pour que l'État puisse s'investir dans ce secteur-là pour voir comment protéger et créer de la valeur au plan local. Parce que tout ce que vous connectez sur Facebook, par n'importe quel moyen, consciemment ou non, vous payez en réalité. Vous payez. Mais que gagne le Bénin dans cette connexion sur Facebook? Et c'est là la réalité. Comment faire pour que nous puissions avoir des retours sur... Mais est-ce une raison pour s'ostraciser? Parce que ce dont parle Jean-Philippe, c'est un peu cela. On ne peut pas être dans un monde déjà ouvert et vouloir s'ostraciser soi-même. Ça pourrait créer aussi... Je ne voudrais pas citer le nom du président qui donne beaucoup plus dans cette politique aujourd'hui au plan mondial. C'est une histoire Pour ne pas citer Donald Trump, America First. Mais il aura peut-être raison. Il a raison parce qu'il a constaté que son économie est aujourd'hui étouffée par le reste du monde. Mais on ne va pas comparer les États-Unis au Bénin. On ne va pas comparer les États-Unis au Bénin. La comparaison, elle est mal choisie. Laissez Donald Trump dans ce monde parce que lui, il a refusé la mondialisation complètement. Ce dont nous parlons ici... La mondialisation n'est pas forcément... Ce dont nous parlons, le monde de... On va terminer dans 2 minutes, je vous le rappelle. C'est pas maintenant qu'on va le resserrer pour dire, de toutes les manières, moi je souhaiterais mais simplement que l'État donne ou fasse son travail, c'est-à-dire en donnant les infrastructures qu'il faut. Ce qui est sûr, l'utilisateur doit payer le coût de son utilisation. Après tout ceci, on ne peut pas vouloir resserrer ou bien rester de poids parce que l'innovation, les autres nous ont déjà devancé. Si notre innovation devance ou bien dépasse ce qu'ils ont déjà produit, mais à quel moment est-ce que ça va dépasser si on ne l'autorise? Mais il faut d'abord essayer. Il faut qu'elle vive. Il faut d'abord essayer. Il faut d'abord essayer, bien sûr. Jean-Philippe et puis après Fidéon. Jean-Philippe d'abord. Alors, oui, nous pouvons essayer, mais je m'excuse, c'est voué à l'échec. Non, soyons pragmatiques. C'est un point de vue. C'est voué à l'échec, pourquoi? Il y a beaucoup d'exemples. Parce que demain, ce sont ces gros mastodontes qui viendront et qui vont racheter les pépites locales. Ils vont les phagocyter. C'est ce qui va se passer. Mais il faut d'abord les penser et les créer d'abord. Oui, il faut penser et les créer. Mais cet investissement déjà, l'entrepreneur béninois ne l'a pas. Ce n'est pas l'État qui va l'aider. Ce n'est pas le rôle de l'État de donner de l'argent à un entrepreneur local pour qu'il crée sa solution. Donc, dès la base déjà, les bases... Non, l'État crée les règles. C'est ce que je dis. C'est tout ce que l'État peut faire. L'État ne peut faire rien d'autre que créer les règles localement. Mais après, l'investisseur que moi je suis local, je n'ai pas forcément les moyens du Nigérian déjà pour investir ici. Je n'ai pas forcément les moyens du Français qui a une grosse entreprise numérique. Mais quand on dit tout le temps on n'a pas forcément les moyens, quand est-ce qu'on aura les moyens? Mais nous allons vivre d'espoir alors. Merci. Je pense que le sujet est suffisamment grave, en ce sens que c'est d'abord une question de souveraineté nationale. Aujourd'hui, excusez-moi, si vous voulez, la colonisation ou tout ce qui concourt à l'exploitation, eh bien, aujourd'hui est numérique. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu le scandale des données que
que Facebook a utilisé pour influencer des élections au Nigeria. En fait, on perd beaucoup plus qu'on y gagne. Parce que, à travers les données, on fait du ciblage, ils font du ciblage, ils font du profiling à des buts marketing et tout. Ouais, ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais il y a aussi de l'espionnage. D'accord. Il y a aussi de l'espionnage. Allez, Donc, je suis obligé de vous interrompre. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Une chose est certaine, c'est que les réseaux sociaux constituent une véritable mine d'or pour le marketing et puis pour le commerce en général. Même pour l'intelligence économique. Hein. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous regardez ce qui se passe localement, régionalement, internationalement, vous voyez ce que les autres font et vous vous adaptez. C'est de la communication, mais c'est aussi de l'intelligence économique. Et nous en bénéficions, nous tous. Oui, mais on ne demande pas qu'on interdise les réseaux sociaux. On ne va pas relancer le débat. On demande juste des mesures protectionnistes. Et c'est légitime. Parce que je pense que tout État digne du nom, qui se respecte, qui voudrait promouvoir une économie locale forte et durable, adopte des mesures protectionnistes. Par exemple, en Chine, il n'y a pas de Facebook. De toutes les façons. Mais il y a une autre version. Voilà. Mais la Chine, c'est le milliard d'habitants aussi. Nous sommes 11 millions, nous sommes phagocytés déjà, juste par le thème, 7 milliards. Vous pouvez lâcher. Allez, le débat, il va se poursuivre, il se poursuivra dans les couloirs et puis également chez vous aussi à la maison. Je suis sûr qu'on n'en finira pas. Merci d'être venu, Martial, Wilfried. Merci aussi, Fidéo. Merci infiniment, Jean-Philippe. Merci d'avoir accepté notre invitation. On marque une courte pause et puis on se retrouve pour la suite de 5 sur 7 matin. À tout de suite. Eh mec, t'as rien oublié là? Toujours avec moi. Kiss, les nouveaux préservatifs parfumés à la menthe, à la fraise et à la banane. Perlés et lubrifiés pour un max de sensations. Kiss, toujours avec moi. Ecomet. Nous sommes des professionnels de l'éducation spécialisée et de la formation technique. À Ecomet, haute école des métiers techniques, nous vous offrons une formation adaptée dans les domaines de la biotechnologie, du génie civil, des énergies renouvelables, de l'électricité, de l'hydraulique. L'inscription se fait en ligne à l'adresse www.ecomet.net. La rentrée pour le 17 octobre 2018 est le dépôt des dossiers au siège de Ecomet, 6 à Tropokodji, non loin du cimetière PK14. Pour tout renseignement, contactez le 61 43 47 47 ou le 60 63 56 50. Maurice Tonton, bonjour. Bonjour Awa Sherif, bonjour Serge Ayaka. Bonjour Maurice, merci d'être là. Allez, vous êtes là pour Hashtag Post. On vous installe confortablement, si vous le voulez bien. Alors, les entreprises peuvent-elles se passer des réseaux sociaux? C'est la question que nous vous avons adressée aujourd'hui à vous, internautes. Et vous avez répondu, n'est-ce pas Maurice? On va sélectionner quelques commentaires. Bien sûr, c'est des commentaires sur Facebook et sur Twitter ce matin. Et il faut retenir que la plupart des internautes ont estimé qu'aujourd'hui, en 2018, aucune entreprise qui a l'ambition de se développer ne peut plus se passer des réseaux sociaux car c'est de vrais canaux de communication et surtout de relations entre le commerçant, l'entreprise et les clients. Donc voilà, en gros, mais il y a également d'autres personnes qui ont estimé qu'il faut nécessairement une culture de la transformation digitale, de la transformation numérique pour pouvoir réussir à émerger sur les réseaux sociaux. C'est en gros ce qu'il faut retenir des commentaires de ce matin. Nous allons prendre quelques avis avec Adewale Prosper Fatoumbi qui nous dit « Je crois que c'est impossible pour des entreprises de se passer des réseaux sociaux. En effet, certaines entreprises sérieuses font des offres en ligne, échangent des connaissances entre entreprises, ne serait-ce que pour profiter des expertises d'autres entreprises. Ces avantages ne se seraient faits pas sans ces petits canaux qui sont les réseaux sociaux et à l'aide de la globalisation, on ne saurait s'en passer. Luc Magloire Chiundro nous a laissé un témoignage ce matin. Il dit « De nos jours,
pour les entreprises, l'utilisation des réseaux sociaux est la meilleure formule pour relever l'énorme défi de rapprochement entre le demandeur et le vendeur de biens ou services. En tant que chef d'entreprise de prestation de services innovants dans le secteur de l'immobilier, je peux vous confirmer qu'une meilleure adaptation des possibilités qu'offrent les réseaux sociaux a fait élargir le carnet d'adresses de notre entreprise ainsi que la fidélisation de nos clients par le biais de creusets dédiés à entretenir une relation permanente avec nos clients. L'efficacité de la communication et du marketing sur les réseaux sociaux n'est plus à démontrer, conclut Luc Magloire Chiundro. Habib Zombo nous dit « Je pense que les réseaux sociaux s'imposent même aux entreprises au vu de l'ampleur qu'ils prennent de nos jours. À notre ère, il faut nécessairement utiliser les réseaux sociaux pour atteindre une grande masse en un temps record. » On reste toujours sur Facebook pour prendre d'autres avis et commentaires. Jonathan Maï nous dit « Les réseaux sociaux sont également des canaux de communication. Ils sont venus renforcer la mondialisation d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'une entreprise qui se sert des réseaux sociaux pour sa communication est visible dans le monde entier. » Geoffroy Akpobli nous dit « En ce 21e siècle, aucune entreprise ne peut se passer de l'utilité indiscutable que constituent les réseaux sociaux. C'est la clé de la communication moderne et ne pas en profiter aujourd'hui serait une grande perte pour toute entreprise moderne. » Boniface Zongossi dit presque la même chose. Il dit les entreprises utilisent les réseaux sociaux pour minimiser les coûts de communication et de transactions. En effet, les produits sont vantés et publiés sur les réseaux, offrant ainsi un marché virtuel à la clientèle. Aussi sont lancées des commandes aux fournisseurs via les réseaux sociaux par les entreprises et même les bonnes dames des marchés qui connaissent à peine le BABA en la matière utilisent ces canaux-là. Nous allons faire un tour sur Twitter pour prendre d'autres avis et commentaires de ce côté-là. Patrick Wessou dit « Les réseaux sociaux constituent de nos jours l'outil de communication par excellence. Toute entreprise dont la vision est d'accroître sa clientèle et d'être à l'écoute de celle-ci ne peut se passer des réseaux sociaux, en l'occurrence les startups qui n'ont d'ailleurs pas d'autre choix en la matière. » Et un autre internaute qui utilisait les initiales D.J. Marie nous dit « Si l'entreprise n'a pas intégré le digital dans sa culture et son organisation, c'est-à-dire fait sa transformation numérique réelle, il vaut mieux très franchement qu'elle s'en passe au risque de se planter et qu'on ne va pas sur les réseaux sociaux juste pour être sur les réseaux sociaux, mais il faut à la base une réflexion. » Terminons enfin avec Gounou Setondi Raymond qui a laissé cet avis sur Twitter ce matin. Il écrit « Aujourd'hui, plus rien ne peut se passer sans les réseaux sociaux. Avec eux, l'information passe en un temps record et réel. Ils offrent des possibilités incalculables de publicité. Aucune entreprise ne peut s'en passer, du moins si elle aspire à se développer, » conclut Gounou Setondi Raymond. C'est donc la fin des commentaires, la lecture de quelques commentaires et avis ce matin sur la question du jour, Serge et Awa. Merci beaucoup, Maurice Tantan. On vous retrouve quand déjà? Tout à l'heure. Tout à l'heure, bien sûr. Allez, à tout de suite. Vous le savez bien sûr, c'est la semaine de l'allaitement, la 26e édition au Bénin. Aujourd'hui, dans nos assiettes, on vous offre quelque chose de tout spécial, le lait maternel. Ouais, c'est bon pour bébé. Allez, on installe Angela et Prisca tout de suite. Angela et son invité sont installés. Angela, bonjour. Bonjour Awa, Thierry, vous êtes là ce matin pour nous parler du lait maternel. C'est ça. Et vous n'avez pas un peu d'eau pour moi par hasard? Non, vous en pas aurez vraiment. tout à l'heure. Alors, bonjour Serge. Bonjour Angela, bienvenue. Bienvenue. Vous aimez le lait maternel? Bien sûr, je l'ai aimé pendant que j'étais bébé, parce que c'est ça qu'il fallait. Et là, maintenant, est-ce que vous en prenez? Non. Précisément, vous n'en avez pas pris la nuit dernière? Non. D'accord. La réponse, elle est formelle. Hein? Je suis plus bébé, là. Il y a une question qu'on posait. Entre-temps, je faisais une émission à la radio. On appelait ça le Club d'Ego. On demandait souvent entre le papa et le bébé. Est-ce qu'on doit répondre? Vous êtes en train de perdre le temps. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rester fidèles. Alors, dans nos assiettes aujourd'hui, comme Serge l'annonçait tout à l'heure, il y a du lait maternel à l'occasion
de la Semaine internationale de l'allaitement maternel. Avec Priska Deou Bachabi, nutritionniste, diététiste en service au CHU d'Abomey-Calavi, nous découvrirons la composition d'un point de vue nutritionnel du lait maternel, mais également elle nous parlera de son importance pour le bébé. Bonjour Madame Priska Deou Bachabi. Bonjour Madame Angela. Bonjour Madame Awa. Bonjour Priska. Bonjour Priska, bienvenue. Merci. Alors le lait maternel, qu'est-ce qu'on y retrouve? D'abord, le lait maternel, c'est un aliment. Aliment qui compose tout. Quand nous disons le lait maternel, nous avons 3 différents types de lait maternel. Quand on accouche l'enfant, du J1 à J3, nous avons le colostrum de couleur jaunâtre. Et c'est ça qu'il faut donner nécessairement à l'enfant. C'est une question qui devrait venir après. Là, je voulais juste avoir la composition du lait maternel. En termes de nutriments, qu'est-ce qu'on retrouve dans le lait maternel? Nous avons les macro et les micronutriments. Quand je parle de macronutriments, nous avons en première position les protéines et les glucides. Les glucides chez le lait, c'est le lactose. Et après, nous avons les lipides. Et quel genre de lipides? Les lipides essentiels, c'est-à-dire les matières grasses essentielles. Nous n'avons pas les matières saturées. C'est ça la composition. Alors donc, après, en dehors de ça, nous avons les micronutriments, c'est-à-dire le fer, l'iode, le sélénium et puis les vitamines hydrosolubles. Il y a beaucoup d'eau également dans le lait maternel et c'est d'ailleurs environ 98%. C'est ça. Alors, donc, on a souvent parlé des premières tétées qui seraient très importantes pour le bébé et vous avez commencé par le dire. On appelle ça le colostrum. Pourquoi il est très important pour le bébé? J'avais abordé ça, qu'il avait 3 différents types de lait. Le colostrum, le lait intermédiaire puis le lait mature. Le colostrum, nous obtenons ça dès le J1 à J3 et environ 30 ml. Ça là, c'est très riche en protéines et pauvre en lactose. Et il faut nécessairement donner ça à l'enfant parce que c'est le premier vaccin de l'enfant. Ça renforce l'immunité du bébé et puis ça aide sur l'état biologique à évacuer le méconium, c'est-à-dire quand on accouche le bébé, vous constatez que le bébé met des selles noires, un peu gluants. C'est le colostrum qui aide à l'enfant à éliminer ces selles-là. Vous avez constaté que les selles commencent à devenir jaunâtres, couleur jaune poussin. Mais si on ne donne pas ça à l'enfant, ça peut le donner. Ça ne régularise même pas le transit intestinal de l'enfant. D'accord. De J3 à J10, là, on a le lait intermédiaire. Quand vous dites J3, c'est bien sûr le jour. Le jour. Troisième jour. Troisième jour, dixième jour, le lait intermédiaire. Ça marque la fin du colostrum et le début du lait mature. Et le lait mature, ça a une composition équitable en protéines et puis en énergie aussi. Aussi en lipides, on retrouve tous les nutriments en plus de l'eau. Mais au fil des mois, on voit que la quantité d'eau diminue et le lait devient beaucoup plus concentré. C'est ça. Donc, on va dire que, en fait, à chaque étape de la vie de l'enfant, du bébé, en réalité, le lait est sécrété pour répondre à ses besoins. À ses besoins. Voilà. Alors, pour faire bénéficier de ces nutriments à mon bébé, comment est-ce qu'il faudrait que je l'allaite? Effectivement, pour bénéficier de ces nutriments, la maman doit avoir... L'état nutritionnel de l'enfant dépend de l'état nutritionnel de la maman. Si la maman n'est pas bien nourrie, avec une alimentation équilibrée et variée, si l'alimentation n'est pas équilibrée et variée, l'état nutritionnel de l'enfant serait en déphasage. Donc, si la maman mange bien, c'est pour ça qu'on dit, pour 100 ml de lait produit par la maman, il faut un apport de 80 kcal d'énergie pour l'alimentation de la maman. C'est-à-dire, et ça se prépare, ce n'est pas quand j'accouche que je commence par manger. C'est 3 mois, déjà le dernier trimestre de la grossesse,
qu'il faut préparer l'arrivée de l'enfant. Donc pas de régime pour les femmes qui ont accouché, parce que souvent c'est ça la hantise des femmes. Donc quand on dit régime là, on peut avoir régime en excès ou bien en défaut. Bon, ce que je voudrais dire, c'est qu'elles prennent du poids au cours de la grossesse et quand elles accouchent, elles sont pressées de retrouver leur ligne, donc elles vont se priver de nourriture. Donc c'est de ça que je voudrais Il faut qu'elles respectent une alimentation pour que le bébé puisse avoir ces nutriments dont vous veniez de parler dans le lait. C'est bien ça. Maintenant, est-ce que dès qu'on accouche, il faut commencer déjà par manger assez pour pouvoir avoir du lait, c'est ça? Vous accouchez, vous devez avoir faim parce que vos besoins énergétiques là, sont augmentés. Ce que l'enfant prend dépend de vous. Là, vous devez augmenter. Vous ne devez pas... Vous prenez normalement vos repas, 3 repas par jour. Mais il faut que ça soit un repas bien équilibré, consistant, en macronutriments, c'est-à-dire en énergie, et en micronutriments, je vais dire une boutade encore. Non. Pardon. Il y a des gens, quand elles accouchent, on leur amène de la bière ou parfois pour susciter... oui, je devais le dire. Et puis, parfois, il y a la bouillie qu'on appelle bangbala. Est-ce que c'est des choses qui sont recommandées, vous, en tant que nutritionniste? Qu'est-ce que vous en pensez? La bouillie, je peux accepter, mais la bière, non. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'en avais pris. Bon, vous avez vu juste pour le plaisir, mais ça, le patient. Vous avez un autre besoin, en fait. D'abord, c'est pour m'amuser, ça. Il y a des facteurs qui interfèrent à la sécrétion laiteuse. Il y a l'alcool, le tabac et la nicotine, et puis le stress. L'alcool empêche, surtout si la consommation est élevée, ça empêche la sécrétion de l'ocytocine. Or, c'est l'hormone d'ocytocine qui sécrète le lait maternel. Le tabac, lui, ça anéantit même. Et on n'a plus la sécrétion. Donc, tous ces facteurs-là éliminent. Et quand j'ai parlé de stress aussi, quand la femme accouche là, s'il y a de stress de maladie ou bien n'importe quoi là, ça agit sur la psychose de la femme, si bien qu'il n'y a plus la montée de laiteuse. Quand la femme accouche, il faut lui offrir tout le milieu, l'environnement. Oui, ça c'est les maris là, il faut qu'ils écoutent, hein. Oui. D'accord. Il faut nous épargner du stress. Voilà. Oui, du stress pour aider la femme à avoir la montée laiteuse. C'est ça. C'est vrai, psychologiquement, quand on... Oui, on sait, là. C'est ça, donc c'est normal. Et à ce qui paraît, tout ce que la mère subit, ça répercute sur l'enfant. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, quand moi je parle de bière, vous savez faire des poussées. C'est pour ça que les grandes personnes, là, on dit, la maman qui coule les larmes, on dit, ne pleure pas sur l'enfant. Ça risque de... Mais ça, là, c'est des titans. Tout ce que les mamans aussi, ça se répercute sur le mari. Vous ne savez pas. D'accord. Demain, on va continuer, mais en attendant, je voudrais quand même qu'on parle des recommandations de l'OMS en la matière très rapidement. C'est pour savoir le thème qui a été retenu pour cette édition rapidement, et demain, on va continuer. Effectivement, le thème qui a été retenu, c'est l'allaitement, c'est la vie de base. C'est la base de la vie de cette année. C'est-à-dire, même sans la nourriture, l'allaitement peut sauver les enfants dès qu'il y a des crises d'alimentation, et ça favorise la sécurité alimentaire chez les enfants. Par exemple, dans des pays où il n'y a pas à manger, même si l'enfant, lui, ne trouve pas, et les grandes personnes ne trouvent pas à manger, l'enfant, lui, trouve les seins. Même si la maman boit de l'eau, et puis avec les énergies qu'elle avait emmagasinées, elle peut trouver le lait maternel. C'est pour ça qu'ils ont défini cette année que l'allaitement maternel est l'alimentation de base de vie pour l'enfant. Et aussi, le lait maternel, c'est 6 mois rigoureusement. Ah, 6 mois. Le lait maternel exclusif. 6 mois rigoureusement, avant d'introduire les aliments. Et à quand le sevrage? 2 ans. Et oui. Vous avez donné 2 ans. C'est bien. 2 ans pour aider l'enfant au développement moteur et
beaucoup. 6 mois, vous pensez pas? Je suis d'accord avec vous. C'est trop. Et 6 papa, mois exclusifs. Vous renforcez l'humilité de Il va l'enfant. prendre la bière. Allez, merci La beaucoup. bière, les jus de fruits, effectivement. 6 mois, ça, est-ce que ça ne va pas froisser les seins et tout ça? Non. Il y a la technique pour allaiter. C'est pas l'allaitement qui froisse les seins, c'est autre chose qui froisse les seins. Donnez le sein à vos enfants. Je trouve Et oui, que oui, 6 oui, mois, j'en sais beaucoup. Je pense bien que 6 mois, c'est trop le fait. Ah non, 6 mois, c'est bon. c'est pas pour vous là, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. C'est bon, Mais moi, je ne suis pas d'accord pour les 2 ans. C'est pas pour vous, c'est pas pour lui non plus. C'est pas ça qui... 2 ans là, c'est ça qui est trop, à mon avis. Je Vous sais allez que vous sevrer vous en votre sortez bien, enfant à 11 mois, comme ça, c'est bon. Allez, merci beaucoup Priska. On se retrouve demain, on va leur repréciser ça, rassurez-vous. Angela, merci. À demain. On va retrouver maintenant Hospice Metoli, avec qui nous allons faire du sport. Du sport, ce sera avec vous, Hospice Metoli. Bonjour. Bonjour Awa Chérif, bonjour Serge Ayaka. Bonjour Hospice, bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous nous rapportez ce matin? On va parler de tennis, pétanque et puis du judo. C'est sur le papier, lisez-le. Allons-y, Hospice. Bon, commençons par le tennis, puisque vous n'avez pas envie de parler sport. Sinon, vous avez toutes les informations, mais on va commencer par le tennis et le circuit ITF 4, les 18 ans et moins. C'est à Cotonou, c'était le week-end écoulé et le Bénin s'est imposé chez les messieurs en simple et en double avec Sylvestre Monou et bien sûr Sewanou qui ont remporté le double messieurs et puis Sylvestre Monou qui a remporté le simple. Après Lomé et Accra, les tennismen béninois frappent un grand coup pour la 4e étape du circuit ITF 4 des 18 ans et moins. Monou Sylvestre et Sewanou Ano ont fait honneur à notre pays en hissant chaque fois le drapeau béninois au sommet de cette compétition. À Accra, c'est le jeune Monou Sylvestre qui a gagné cette étape et à Lomé, pour la 2e étape, c'est toujours Monou Sylvestre qui a gagné encore cette étape. À Lomé, pour la 3e étape, et là, c'est son compatriote Sewanou Ano qui a gagné cette étape face toujours à Monou Sylvestre. Et ici, à Cotonou, vous avez suivi ce match. Sur leur propre installation, les 2 têtes d'affiche du drapeau vert, jaune et rouge ont brillé par leur talent. Sylvestre Monou est sorti vainqueur de la compétition de Cotonou. Il a sorti le beau tennis, il a pris l'Ivoirien 6-3, 6-0. 6-0 en finale, vous savez ce que ça fait. Donc il a montré que le Bénin est vraiment au-dessus de tous ceux qui ont participé à cette compétition. Au premier set, j'ai géré le match au premier set et j'ai fait 6-3 au premier. C'est ça qui m'a donné le courage de rentrer dans le match au 2e set et c'est ça qui fait que j'ai donné 6-0 au 2e set. Mon adversaire aussi il était un peu plus fort et aujourd'hui je l'ai compliqué la tâche et c'est pourquoi j'ai eu le match en 2-7. Sylvestre Monou est tout heureux de faire un 3/4 pour ce circuit ITF 4 des 18 ans et moins de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. J'ai gagné le championnat national, c'est ça qui m'a donné la force de rentrer dans le circuit et gagner les 3 étapes. Et aussi hier, j'ai gagné en double, la finale en double avec mon partenaire Sewanou Ano. Ça m'a beaucoup fait plaisir d'être là au Rio de Janeiro. Le bilan de ce circuit est très positif pour le Bénin, qui vous souviennent que depuis le 27 août dernier à Accra, où ce circuit a commencé avec la première étape, les jeunes béninois, l'équipe béninoise menée par son adversaire du jour, l'Ivoirien Koulibaly Léakim, reconnaît la supériorité du joueur béninois. Là, je ne me sentais pas trop dans le match. Comparé à mes matchs précédents, j'ai joué plus mieux. Mais là, il a bien géré le match, il a bien joué, mais j'ai pas trop bien joué. Mais aussi, il ne faut pas se focaliser sur le fait que j'ai pas bien joué. Il a bien joué que moi, il a bien géré, bravo à lui. Moi, je essayais de tout frapper. Lui, il a essayé de varier les échanges, jouer long, jouer court, attaquer, choper. Et c'est ça qui était la différence. Au thème de la compétition, la Fédération béninoise de tennis se penche sur l'organisation du Grand Prix de Cotonou. Il a lieu en décembre prochain.
Et on parle maintenant de pétanque avec la compétition tour à tour qui a sacré deux nouveaux champions suisses. C'est exact, avec l'aide de la réalisation des images en off en finale PC Passion et ASPC Canon au bout d'une belle finale ce dimanche à Ibatin. C'est la doublette de ASPC Canon composée de Mazouk et de Dalasco qui s'est imposée face à celle de Constant et Melon de Passion. On voit d'ailleurs sur ces images quelques phases de jeu. Là, c'est un Melon qui tente de jouer. Là, ça discute un peu pour faire le choix du jeu à faire. Mais il faut tout simplement retenir que la victoire de Mazouk et de Dalasco, première victoire de Dalasco dans cette compétition qui fait le tour des clubs de Cotonou. Et dernier sujet de cette page sport, championnat du monde de judo. Vous nous dites que quelques athlètes prennent leur revanche en Suisse. De belles revanches en plus, telles que Serge Lezem, les Wazari, la japonaise s'est imposée après sa défaite il y a un an en finale face à l'anglaise. Et surtout, la première victoire du pays hôte, Baku, à son champion du monde de judo. La japonaise Yoshida. Après une défaite amère en finale des moins de 57 kilos l'an passé, elle arrive au championnat du monde de judo pour se mesurer à nouveau à la Britannique Nicoda Smith-Davis en finale. Yoshida ne se laisse cette fois pas dépasser. Elle marque un premier waza-hari contre son adversaire britannique. Puis elle en enchaîne un second qui met fin au match et signe sa rédemption. Submergée par l'émotion, elle remporte enfin le titre mondial tant convoité l'an passé. Bien sûr, avant tout, je me sens heureuse et en même temps vraiment soulagée. Et là, pour être tout à fait honnête, je ne pense à rien d'autre. Le Coréen Han Chang-Grim déploie tout son talent dans la catégorie des moins de 73 kilos. Il fait sensation devant la foule en liesse. Après être venu à bout du Mongol Chen Ochir en quart de finale, il s'assure une place en finale en battant l'Iranien Mohammadi sur une clé de bras. Il s'oppose alors au tenant du titre, le japonais Soichi Hashimoto, et renverse la vapeur. Spectaculaire, Han s'impose une nouvelle fois par un magnifique ippon qui met fin au match et lui offre son titre mondial. Belle vague d'émotions et un nouveau tout premier titre mondial à Bakou des mains du président de la Fédération de judo d'Azerbaïdjan, M. Rovnag Abdullayev. J'ai commencé le judo parce que je voulais devenir champion du monde. Mon parcours a été semé d'embûches. Et d'ailleurs, je n'arrive pas encore à y croire. Les 18e Jeux asiatiques cette année, c'était difficile. Mais tout ça m'a fait mûrir. Et c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. L'Azerbaïdjanais Hidayat Heidarov offre au public du pays toutes les raisons de se réjouir en remportant la première médaille du pays pour ce championnat sous les applaudissements du président Ilham Aliyev. Un moment inoubliable pour Heidarov qui devient la nouvelle icône du judo en Azerbaïdjan sous les acclamations de la foule conquise. Un public qui a toutes les raisons de célébrer ces moments forts, d'autant que son double champion paraolympique Ilham Zakiyev reçoit son 7e dan dans le pays hôte et des mains de M. Vladimir Barta, directeur sportif de la Fédération internationale de judo. Et ce sera tout pour les sports en Suisse, n'est-ce pas? C'est exact, ce sera tout pour aujourd'hui. Demain, on parlera aussi de judo avec la victoire de la franco-togolaise Agbemenou. 3e titre pour elle en championnat du monde. Énorme tout simplement comme résultat pour la française. On parlera également de pétanque. Vous aimez le judo, hein, n'est-ce pas? J'adore tout ce qui est art martial. Alors, place maintenant à la revue de presse. Ce sera avec vous, William Aguiar, après ceci. William
William Aguirre est avec nous. William, bonjour. Bonjour Awa. Comment Bonjour vous Serge. portez ce Bonjour matin? Vous allez bien? Alors, vous nous parlez de la table ronde sur la gestion des aires protégées. Patrice Talon était face aux spécialistes de la question. Oui, c'est en marge de la 73e Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue à New York qu'a eu lieu cette table ronde, nous dit la Nation, occasion pour le chef de l'État de mettre en relief le parc Pandjari, objet d'une réforme impulsée par son gouvernement. Lesquelles réformes font de cette réserve animalière une destination de choix pour les amateurs de safari, notamment, poursuit le rédacteur de l'article. Opération de charme réussie donc pour le chef de l'État au regard des appréciations élogieuses de la communauté des gestionnaires des aires protégées suite à ce qu'il appelle, donc mon confrère, le grand oral du président béninois. La presse du jour écrit que Patrice Talon fait découvrir les potentialités de la Pandjari. Le rédacteur de l'article fait remarquer que le chef de l'État, dans son exposé, a eu le mérite de vanter les attraits de ce parc animalier. Une présentation claire et concise faite dans un engagement notoire qui a suscité l'engagement de ses hôtes. Et puis, vous parlez de cette prétendue hausse de la scolarité dans les universités publiques. La ministre de l'Enseignement supérieur clarifie. C'est exact, et c'est à la une de Fraternité qui nous informe que les rumeurs ne sont pas démenties au sujet de la probabilité d'une augmentation des coûts de formation dans les universités publiques au Bénin dès cette année. Certes, les montants distillés ça et là, soit 120 000 voire 150 000 francs, ne sont pas exacts, relève mon confrère, même si les choses ne seront plus comme avant. Le rédacteur de l'article tient cette information du communiqué signé du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur. Et en thème clair, souligne-t-il, il se prépare de nouveaux arrêtés électoraux portant fixation des frais d'inscription et des coûts de formation dans les universités. De sources bien introduites, le journal nous informe qu'il a été demandé au recteur de revoir à la baisse les coûts de formation professionnelle pour compenser en vue d'une harmonisation, revoir légèrement à la hausse les frais d'inscription dans les facultés classiques. Mais pour le moment, il n'y a rien et on peut espérer que la pilule ne sera pas amère, conclut-il. Et ce sera tout pour cette revue de presse, William Aguirre. On se retrouve lundi. Alors, d'une revue à une autre, on retrouve Maurice Tonton. Maurice Tonton, on se retrouve et puis aujourd'hui vous nous emmenez en Inde et vous dites que là-bas il y a un cadeau de mariage qui est tout spécial. Tout spécial, devinez quoi? Ce qui est à la mode en Inde comme cadeau de mariage. Moi je connais. Dites-moi. C'est un bidon. C'est un bidon d'essence tout simplement et ça paraît tout à fait étrange selon des informations rapportées par le site web de la chaîne d'information BFM TV dans un reportage diffusé par une chaîne d'information locale en Inde. Des mariés posent fièrement avec un de leurs présents qui n'est rien d'autre qu'un bidon d'essence et ce ne serait pas un cas isolé. Dans un autre reportage, on peut voir un deuxième couple, cette fois avec des bouteilles remplies de carburant. On peut également citer un troisième reportage avec comme cadeau de mariage ce qui ressemble à une bouteille de gaz. Alors vous allez me demander comment expliquer cette drôle de nouvelle coutume. En fait, il s'agit en réalité d'une réaction à la hausse récente des prix du carburant en Inde, une inflation provoquée par la chute de la roupie par rapport au dollar. Comme l'explique le site The Drive, le prix du litre d'essence vient d'atteindre 1,19 $. Or, le carburant représente une part importante du budget des ménages en Inde. Cependant, malgré son prix en forte hausse, il faut dire que l'essence offerte pendant les mariages relève tout de même davantage de la plaisanterie que du réel cadeau de valeur à l'origine de ce présent. Un ami du marié expliquait ainsi qu'il s'agissait davantage d'un moyen d'alerter le gouvernement afin qu'il prenne des mesures pour limiter l'augmentation des prix. Merci, mariez-vous et on vous offrira de l'essence. Bon, et ils n'ont pas du paillot là-bas, sinon ils auraient compris. Merci Maurice, on vous retrouve demain donc. Merci beaucoup Bill, merci Hospice, merci à vous aussi. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Awa Chérif, on était le numéro 508. Et c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec le même plaisir et le même bonheur en compagnie de nos chers téléspectateurs. À demain donc sur 5 sur 7.